Pour commencer comme il se doit ce congrès, à me rejoindre sur scène Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV. Bien, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Ministre, cher Philippe, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents, chers amis. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous de votre présence et votre fidélité à notre rendez-vous annuel, avec un très grand plaisir d'accueillir notre nouveau ministre des Transports, cher Philippe. Merci de ta présence. C'est vrai que on avait craint l'espace d'une semaine de n'avoir aucun membre du gouvernement, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre congrès, mais on est rassurés et je suis d'autant plus ravi que tu sois là, Philippe, qu'on va avoir le plaisir de continuer à travailler ensemble. Et vraiment, à titre plus personnel, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps dans un agenda très compliqué de te rendre disponible pour nous ce matin et je voudrais, chers amis, qu'on puisse applaudir Philippe Tabarot chaleureusement. Alors, vous le savez, les régions seront aussi représentées en force aujourd'hui. Nous aurons l'honneur de recevoir tout à l'heure Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ainsi que Fabrice Pankouk, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais cette année, c'est véritablement vous, chefs d'entreprise, que nous avons décidé dans ce congrès de mettre à l'honneur. Vous qui parvenez à maintenir le cap, malgré la morosité de la conjoncture économique, l'incertitude sociale et l'instabilité politique. Alors on a voulu rendre hommage à votre agilité, qui vous permet de poursuivre le développement de vos entreprises en ces temps troublés. Nous traversons en effet, vous le savez, une période de forte instabilité institutionnelle depuis plusieurs mois, alors que les enjeux et les défis que nous devons relever sont toujours présents. Et plus que jamais. Nous avons en effet toujours besoin de financer le choc d'offres et la transition énergétique. Mais nous avons également besoin, Monsieur le ministre, de stabilité fiscale, d'une vision stratégique pérenne, d'une baisse des charges qui pèsent sur nos entreprises et d'un soutien fort à nos salariés. Car même l'activité de transport occasionnel et touristique, qui était pourtant porteuse depuis la fin de la crise sanitaire, commence à accuser un fléchissement. Malgré ce pessimisme ambiant, nous sommes parvenus avec les précédents gouvernements, et grâce à l'accompagnement des régions, à redresser la situation de l'emploi dans notre secteur. En effet, la pénurie de conducteurs que nous avons connue au cours des dernières années est moins importante aujourd'hui. Le décret obtenu par la FNTV et créant l'attestation des droits à conduire sécurisés y a fortement contribué. C'est grâce à ce décret que les conducteurs que nous avons formés peuvent conduire avant d'avoir reçu leur permis de conduire définitif. La rentrée scolaire s'est donc mieux passée que les précédentes, même si nous savons tous que les efforts réalisés, malgré les efforts, il demeure des tensions dans les recrutements. C'est pourquoi nous devons poursuivre ces efforts pour rajeunir notre profession, remplacer les nombreux départs en retraite des prochaines années et trouver des solutions pour l'attractivité des emplois à temps partiel. Nous continuons donc à travailler sur l'attractivité de nos métiers et nous présenterons bientôt la marque employeur sectorielle du transport routier de voyageurs conçue par la FNTV. Il s'agira d'une boîte à outils opérationnelle pour aider les entreprises à valoriser leurs offres d'emploi et leur permettre d'attirer et de sélectionner les meilleurs candidats. Nous poursuivons également nos travaux communs avec l'UTPF, dont je salue Thierry Mallet, le nouveau président, dans le cadre du programme Transformers, qui nous permettra de disposer en 2026 d'une belle campagne de visibilité pour nos professions, ainsi que d'une nouvelle plateforme de présentation de nos métiers conçue avec France Travail. Cette année encore, nous organisons avec l'OPCO Mobilité, avec l'Astral et l'UTPF, le deuxième challenge bus et car pour les conducteurs de moins de 30 ans, dans le cadre des World Skills, les Olympiades des métiers, qui se dérouleront à Marseille en cette fin de semaine. Cet événement est essentiel pour montrer aux jeunes et aux scolaires le dynamisme de notre secteur et créer chez eux des vocations. Enfin, dans le cadre des négociations collectives de branche, les discussions entre partenaires sociaux sur la valorisation du travail de nos conducteurs se poursuivent.
Les réflexions pour moderniser le congé de fin d'activité et l'adapter aux besoins des entreprises et des salariés reprendront dès lors que les perspectives sur l'avenir des retraites se seront stabilisées. Faire plus avec moins. Faire plus avec moins, c'est le titre que nous avons donné à l'une des séquences de la journée. Et je crois que ce titre illustre parfaitement le défi que nous devons relever dans nos entreprises pour continuer à innover. En effet, alors qu'on nous demande plus d'offres, plus de services, plus de qualité, plus de sécurité, plus d'innovation, plus d'investissement dans de nouvelles technologies plus vertueuses pour l'environnement, les finances publiques, vous le savez, n'ont jamais été aussi contraintes et les budgets de fonctionnement des collectivités n'ont jamais été aussi serrés. C'est vraiment dans cet état d'esprit, faire plus avec moins, que la FNTV a participé activement aux intenses travaux de la conférence de financement des mobilités, Ambition France Transport, qui se sont déroulés avant l'été. Comment dégager les marges de manœuvre financières nécessaires au développement des réseaux de transport? Quels sont les besoins? Quelles sont les solutions à mettre en place pour y répondre? Pour cela, la FNTV a soutenu la mise en place du versement mobilité régionale, mais aussi le paiement d'un juste prix par les usagers des transports publics. Nous avons aussi proposé que les C2E, les certificats d'économie d'énergie, soient davantage mobilisés pour développer les mobilités collectives. L'intégration de la route dans le système d'échange de quotas d'émissions, et j'en parlais tout à l'heure avec Karima Delli, à compter de 2027, devra impérativement s'accompagner d'une partie de fléchage du Fonds social pour le climat vers le financement des réseaux de transport. Toutes ces propositions ont pour ambition de permettre aux autorités organisatrices d'accroître l'offre de mobilité, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. Nous attendons maintenant, Monsieur le Ministre, la déclinaison de cette ambition pour les transports dans une loi cadre que nous appelons de nos vœux. Nous aurons aussi ce matin une séquence qui traitera exclusivement de la réglementation européenne en matière de transition énergétique. Il s'agira de montrer à quel point les décisions européennes orientent les choix nationaux. Depuis la révision du règlement européen sur les émissions de CO2 des poids lourds, les orientations européennes nous conduisent vers le tout électrique. Pourtant, notre profession a démontré l'importance de ne pas privilégier une technologie par rapport à une autre, mais plutôt de remplacer toutes les motorisations diesel par un mix énergétique, seul susceptible de s'adapter à la grande variété de nos usages et de nos besoins en autonomie. Les choix européens, puis français en faveur de la seule solution électrique, nous font prendre aujourd'hui un retard considérable dans la mutation technologique de nos véhicules. Ils font aussi peser des contraintes très fortes sur les industriels et sur les autorités organisatrices de mobilité qui auraient pu faire d'autres choix ces dernières années. Ainsi, alors que l'offre industrielle est maintenant disponible et que le frein des surcoûts commence à être levé, les objectifs de l'Europe mettent en échec notre transition. Alors que nous ne sommes pas contre la solution électrique, bien au contraire, mais nous le disons depuis quelques années maintenant, la réussite de la transition énergétique repose sur un calendrier adapté et progressif. En attendant la pleine maturité de l'électrique pour les autocars, il n'est pas raisonnable de disqualifier les énergies de transition que sont le bio-GNV et les biocarburants. Les mesures fiscales, Monsieur le Ministre, qui sont annoncées dans le projet de loi de finances pour 2026 ne vont pas dans le bon sens. La suppression brutale dès 2027 du suramortissement pour les véhicules industriels de plus de 3,5 tonnes fonctionnant au bio-GNV et au B100 constitue un revirement supplémentaire qui rompt la confiance des entreprises avec les orientations technologiques déjà prises. Le B100 subit également la suppression dès le 1er janvier prochain du régime fiscal spécifique qui lui était accordé jusque-là, ce qui revient à une augmentation de 400% de la fiscalité qui sera désormais la même pour le B100 que pour le gasoil. Monsieur le ministre, je me permets de vous alerter sur ces deux dispositions au nom de tous les chefs d'entreprise ici présents. Vraiment, nous comptons sur vous pour nous soutenir dans nos efforts en faveur de la transition énergétique. Nous reviendrons également aujourd'hui sur une autre priorité permanente de la FNTV et de ses entreprises adhérentes, la sécurité. Depuis sa création, notre fédération se mobilise
pour accompagner ses adhérents dans leur démarche en faveur d'une sécurité des passagers toujours renforcée. Les initiatives portées par notre profession ces dernières années sont nombreuses. Permettez-moi de rappeler qu'avant même que cela ne devienne une obligation légale, la FNTV a travaillé avec les services de l'État sur les informations devant être portées à la connaissance des passagers en matière de sécurité. De même, dès 2019, nous avons signé ici même avec Laurent Nunez, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, une convention cadre afin de formaliser des partenariats étroits entre les entreprises et les forces de sécurité intérieure. Nos entreprises utilisent aujourd'hui ces liens construits pour sensibiliser les conducteurs aux dangers des conduites addictives. Le dramatique accident de Châteaudun du 30 janvier dernier, qui a coûté la vie à Johanna, a fortement ébranlé tous les professionnels et notre profession. Nous devions tous réagir pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, vous avez présenté le 30 avril dernier le plan Johanna que nous avons soutenu, visant à renforcer la sécurité dans le transport routier de voyageurs. Dans ce plan, vous attendez de nous, avant de pouvoir le transformer en obligation légale, que nos entreprises soient exemplaires en matière de prévention, de sensibilisation et de dépistage. Nous avons demandé en corollaire à l'État de nous soutenir dans la recherche de nouveaux dispositifs techniques sécuritaires qui équiperaient les futurs véhicules neufs. Au premier rang, le stupotest anti-démarrage. La FNTV est active, vous le savez, dans les travaux pilotés par votre ministère. Nous avons insisté pour que de tels équipements fassent l'objet d'homologation internationale avant d'être rendus obligatoires, afin de ne pas pénaliser plus lourdement notre profession. Nous veillerons en outre à ce que ces dispositifs soient compatibles avec les éthylotests anti-démarrage qui équipent déjà nos autocars. Mais nous souhaitons également que les médecins du travail ou les médecins agréés auprès des préfectures prennent leur part dans le dépistage des stupéfiants. Car malgré toute la bonne volonté des entreprises, ce ne sont pas, croyez-le bien, des démarches anodines pour nous. La sécurité étant l'affaire de tous, nous avons signé le 30 avril dernier, avec Régions de France, une charte visant à amplifier la mobilisation dans la lutte contre les consommations de stupéfiants, sur le modèle de la convention signée entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la FNTV régionale. Cette charte a vocation à être déclinée dans toutes les régions et j'invite vraiment les représentants des régions à se saisir de ce sujet si ce n'est pas encore le cas. Il y a deux grands volets dans cette charte. Le premier, c'est un renforcement de la sécurité dans les transports scolaires avec des actions de sensibilisation au port de la ceinture dans les véhicules auprès des enfants, des parents et du corps enseignant. Le second volet concerne les entreprises. En tant qu'acteurs responsables, les chefs d'entreprise se sont engagés à réaliser des actions de dépistage et des campagnes de sensibilisation auprès des conducteurs contre les addictions. Différents dispositifs, d'ailleurs, existent déjà dans la branche pour cela. Mais je voudrais ce matin rappeler une chose essentielle. Nous faisons confiance à nos conducteurs. Nous faisons vraiment confiance à nos conducteurs. Les contrôles massifs qui ont été réalisés dans les jours suivant le drame de Châteaudun, que nous avons bien sûr soutenus, ont malheureusement eu parfois pour effet de stigmatiser nos salariés. Nos conducteurs sont des professionnels, au service de tous les publics, des enfants jusqu'aux seniors. Ils sont investis au quotidien pour leur sécurité et croyez bien, ils assurent leur service avec professionnalisme. Tout accident est un accident de trop, mais nous sommes tous mobilisés pour garantir une plus grande sécurité. Et je voudrais rappeler ce matin combien notre mode de déplacement est l'un des plus sûrs, des plus encadrés et des plus contrôlés. La sécurité guide aussi nos efforts dans le cadre de nos activités longue distance. Il y a 10 ans, un nouveau modèle de mobilité voyait le jour en France, les services librement organisés, appelés aussi autocars Macron. La FNTV a été à l'initiative de cette création et a participé aux travaux fixant le cadre législatif et réglementaire à l'époque. Et je voudrais remercier Michel Say, qui était à l'époque président de la FNTV, cher Michel, qui est aujourd'hui président de Réunir pour son investissement, qui nous avait permis à l'époque de trouver un équilibre entre les lignes conventionnées existantes et ces nouveaux services de mobilité. Le panorama du transport routier de voyageurs a donc été modifié et nos entreprises ont su s'adapter afin de répondre aux attentes des opérateurs SLO.
La FNTV elle-même s'est d'ailleurs modernisée. Elle est la première organisation professionnelle à compter parmi ses membres les opérateurs et les transporteurs. C'est grâce à ce dialogue fructueux que nous avons signé le 28 mai 2024 une charte en faveur de la qualité et de la sécurité dans les autocars Macron. Alors je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dresser le bilan de cette nouvelle activité 10 ans après sa création. Et je dois vous dire que nous aurions aimé pouvoir le faire en présence du président de la République, M. Emmanuel Macron, qui ne pourra malheureusement pas être présent aujourd'hui pour les raisons que vous devinez. Mais le président m'a fait savoir hier qu'il formait le vœu que notre congrès, qui est un rendez-vous incontournable pour l'écosystème de la mobilité, rencontre tout le succès escompté. Ce nouveau mode de déplacement a donc su trouver son public, mais il a aussi remis en lumière la question de l'accueil des voyageurs dans les gares routières françaises. Depuis 10 ans, c'est plus de 100 millions de passagers qui ont été transportés sur ces lignes, environ 10 millions par an. En 2024, l'offre SLO a progressé de 10% et a enfin retrouvé le niveau de 2019. Ce sont près de 1500 liaisons quotidiennes, 1500 liaisons qui sont assurées avec 830 départs par jour pour relier 200 villes françaises. 46% de la population métropolitaine dispose aujourd'hui d'un point d'arrêt à moins de 5 km. Et la fréquentation de ces lignes continue à augmenter. Aujourd'hui, on était à 18 millions en 2024, tant sur les lignes domestiques qu'internationales. Et je voudrais saluer le travail de nos deux leaders, Flixbus et Blablacar, et le rôle incontournable de l'ART, l'autorité de régulation des transports, son président Thierry Guimbaud sera là tout à l'heure, qui veille à sa régulation et aux conditions de son développement. Au terme de 10 ans de régulation, nous pouvons nous féliciter collectivement que l'ouverture de ce marché n'ait pas entraîné de déséquilibre économique pour les services financés par les collectivités. Cette jeune activité, qui a mis plusieurs années à trouver son équilibre et un modèle économique viable, a survécu à la crise sanitaire qui l'avait fortement mise à mal. Et elle parvient aujourd'hui à imposer son existence malgré quelques détracteurs. Et je pense en particulier à la ville de Paris, qui, tant pour les SLO que pour les autocars de tourisme, souhaiterait voir disparaître notre activité. Nous avions pu compter sur le soutien de l'État, et je salue l'arrivée de Clément Beaune, monsieur le haut-commissaire, cher Clément, bienvenue. Nous avons pu compter sur le soutien de l'État à l'époque pour maintenir la gare routière de Bercy-Seine et rouvrir celle de Pershing-Porte-Maillot en attendant une solution pérenne à Saint-Denis-Pleyel à partir de 2030. François Durovray, qui était alors ministre des Transports, et Marc Guillaume, préfet de région Île-de-France, viendront tous les deux nous en parler cet après-midi. Nous sommes également parvenus à faire renoncer la mairie de Paris à interdire la circulation des cars de tourisme dans la ZTL, la zone à trafic limité du centre de Paris, grâce à l'aide, une fois encore, de François Durovray et de Laurent Nunez, qui était à l'époque préfet de police de Paris. Alors, chers amis, l'autocar, j'en suis convaincu, a encore de belles années devant lui. Nous fêterons tout à l'heure ce bel anniversaire des autocars Macron avec quelques surprises, Vanessa l'a dit tout à l'heure. Mais maintenant, nous devons créer les conditions pour que les cars express voulus par le président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre des SERM, les services express régionaux métropolitains, voient le jour. Et ces nouvelles activités imposent que nous revenions sur l'adaptation indispensable des infrastructures. Les gares routières étaient l'angle mort de la libéralisation voulue il y a 10 ans. Les pôles d'échange multimodaux nécessaires aux SERM nous donnent l'opportunité de remettre à plat les conditions nécessaires à leur nouvel essor, notamment en revoyant leur gouvernance. Enfin, en matière de tourisme, la FNTV a souhaité cette année mettre à l'honneur les meilleures pratiques qui existent dans nos territoires et dans nos entreprises. Nous avons lancé lors du salon IFTM, qui s'est tenu le mois dernier, le prix de l'autocarisme de tourisme pour récompenser les entreprises qui innovent, pour faire de cette activité une vitrine de savoir-faire de notre profession. Et je suis très fier d'avoir pu honorer les entreprises qui pratiquent cette activité avec un professionnalisme exemplaire qui fait honneur à notre profession. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je conclurai en vous souhaitant un bon congrès avec des débats riches en nouvelles idées et qui nous permettent de démontrer, comme chaque jour sur nos routes, notre agilité, notre utilité sociale, territoriale et économique pour nos territoires. Je vous remercie beaucoup.